Est-ce que vous saviez qu'il y a un type de personne que je ne porte pas particulièrement dans mon cœur? Ce sont les politiciens. Est-ce que vous le saviez ça? Non? À ce stade, bon, c'est pour l'ironie, hein, mais à ce stade, c'est un secret pour plus personne. Je ne porte pas les politiciens dans mon cœur. Quand j'ai quelqu'un devant moi, que ce soit en vrai ou sur un écran, j'ai quelqu'un devant moi, je sais que c'est un politicien, surtout un politicien de carrière comme le spécimen qu'on va étudier dans quelques instants. Je ne peux pas m'empêcher de détester cette personne. Et c'est pas bien du tout, parce que il faut être charitable, et le respect est dû aux gens. Il faut respecter les gens, il faut aimer son prochain, il faut être charitable. J'y arrive pas. J'y arrive pas. C'est plus fort que moi. Pareil pour les acteurs, pareil pour les animateurs de radio, pareil pour tout un tas de personnes que je n'arrive pas à aimer parce que ils ne font rien pour s'attirer mon affection. Je, je suis très médisant, volontairement, voilà, je suis volontairement médisant pour essayer d'atténuer un peu ce que je vais dire dans quelques instants. Donc là, on va parler de Madame Aurore Berger. Madame Aurore Berger, qui est ministre déléguée chargée de l'égalité femmes-hommes. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai une super nouvelle pour vous, mesdames et messieurs. Une super nouvelle. Vous n'êtes pas prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Non. Je vous annonce officiellement que le sexisme a été éradiqué. C'est terminé. Il y a plus de problème entre les sexes maintenant. Ça n'existe plus. On a réussi à éradiquer ça. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant, on ne dit plus l'égalité homme-femme. On dit l'égalité femme-homme. Et oui, c'est- j'ai pas envie. J'ai pas envie. Je suis en train de meubler là. Je suis en train de meubler parce que j'ai pas envie de me taper la vidéo là. C'est 3 minutes de pure souffrance. Et c'est que des trucs qui sont ultra inquiétants. En fait, là, au niveau de la liberté d'expression en France, ça va de pire en pire. Si tu l'as pas observé, ça veut dire que tu n'as jamais utilisé de réseaux sociaux de ta vie. Mais en France, au niveau de la liberté d'expression, c'est de pire en pire. Et les actions de certains politicards, comme Madame Aurore Berger, ne font qu'aggraver la chose. Aurore Berger, qui est ministre chargée de l'éducation femme, de l'égalité femmes-hommes, euh, les ministères, enfin les ministres comme ça, en fait, elle n'est pas vraiment ministre parce que faut appeler un chat un chat. Un ministre, c'est quelqu'un qui est à la tête d'un ministère avec un portefeuille qui a des fonds à lui, qui a des pouvoirs très étendus, qui est vraiment à la tête de l'administration. Là, elle n'est pas à la tête de l'administration de quoi que ce soit. Elle est rattachée à un ministère. Et c'est systématiquement comme ça. C'est soit rattaché au Premier ministre, j'ai pas pris le temps de vérifier parce que honnêtement je m'en moque, soit rattaché au Premier ministre, soit au ministère des Affaires sociales. Je ne sais plus, c'est l'un des deux. Ça ne m'intéresse pas, mais voilà, c'est pas un Aurore Berger, même si on en parle beaucoup, parce qu'elle fait quand même, elle fait quand même pas mal parler d'elle. Ça fait un moment, hein, depuis, on va dire, une tête de proue de la Macronie. Elle était à l'UMP de base, elle était militante à l'UMP, mais ça fait partie de ces femmes qui ont un parcours assez classique. Assez classique, mais qui mêle quand même. En fait, il y a deux parcours. Il y a plusieurs, mais en fait, si on prend deux parcours majeurs pour accéder à la vie politique, il y en a un, c'est les grandes écoles et le réseau, et le deuxième, c'est le militantisme. Généralement, c'est surtout dans les partis comme la France Insoumise ou le Rassemblement National que les gens arrivent à accéder à des hautes positions, d'abord en étant militants. La République en marche, c'est surtout le diplôme et le réseau qui te permet d'y accéder. Hein. C'est surtout des profils de cadres. Elle, en fait, c'est un peu des deux. Elle était militante à l'UMP, mais en même temps, elle est née dans une famille que je pense que c'est une famille très aisée. Ça m'a l'air d'être une famille très aisée. En tout cas, elle a fait Sciences Po Paris, et voilà, c'est vraiment un parcours extrêmement classique de quelqu'un qui veut devenir politicard. Elle a bien joué ses cartes, et ce qui fait que maintenant, elle est née en 86. Hein, elle est plutôt jeune pour quelqu'un qui occupe de telles fonctions. Donc, c'est un parcours assez classique, et je vous dis ça pas pour raconter sa biographie pour meubler, même si j'ai pas envie de regarder cette vidéo. Je vous raconte ça parce que euh, elle a cette façon de parler qui m'insupporte. Et c'est la raison pour laquelle je ne supporte pas les politiciens. On va voir ça tout de suite. Très important, vous avez dit, ce sont des hommes qui pensent que leur femme est leur chose. Oui. Est-ce que vous pensez, pour avoir condamné l'influenceur Adé Laurent, que par les choses qu'il publie Adé Laurent n'est pas influenceur au premier sens du terme. sur les réseaux sociaux, eh ben, il montre que, d'une certaine manière, la femme est sa chose ou une chose. Mais ce qui est certain, c'est que les réseaux sociaux, significativement, TikTok, Snapchat, ont une responsabilité. Ils s'exonèrent T'as dit quoi? significativement, TikTok, Snapchat
Snapchat. Snapchat. J'ai regardé cette vidéo 3-4 fois. C'est la première fois que j'entends ça. Snapchat. Ont une responsabilité. Ils s'exonèrent en permanence de toute responsabilité en disant la responsabilité, c'est ceux qui publient. Sauf que les gens ne choisissent pas forcément ce qu'ils regardent sur les réseaux sociaux. La puissance des algorithmes fait qu'on nous propose des contenus sans même qu'on ait besoin de les chercher, que ces contenus sont monétisés. Ça veut dire que Je pense qu'il y a la suppression du son sur le micro. Vous n'avez pas entendu à quel point j'ai soupiré. ces influenceurs perçoivent de l'argent de la part des plateformes et qu'ils rapportent de l'argent aussi aux plateformes. Donc, ils ont aussi cette responsabilité-là éditoriale. C'est pour ça que je les convoque d'ailleurs demain, l'intégralité des plateformes qui opèrent. C'est quoi la vidéo qui m'a recommandé là? Ah oui, c'est sur le rapport sur les frères musulmans. Ça arrive. En France. TikTok, Meta. TikTok, Meta, Snapchat, YouTube, Twitch. Les convoquer demain. Oui, je les convocation au ministère. Je les convoque avec Pharos, avec la Direction Générale de la Police Nationale, avec l'ARCOM, parce que je veux qu'ils prennent leurs responsabilités. Parce que les discours. Alors, il faut arrêter cette psychose autour des algorithmes. Que ça soit du côté créateur ou du côté consommateur. Enfin, du côté spectateur. L'algorithme, c'est pas ça qui va déterminer quoi que ce soit. L'algorithme, il arrête pas de changer, pourtant YouTube, ça fait 5-6 ans que c'est la même chose. L'algorithme change tout le temps, sauf que c'est une boîte noire en fait. Personne ne comprend comment fonctionne l'algorithme. En fait, quand t'es créateur, est-ce que ça vaut le coup de vous montrer une fenêtre, comme ça sera l'occasion de vous montrer un petit peu les coulisses de la création de vidéos sur YouTube. YouTube, des fois, il t'indique comment faire pour que tes vidéos marchent. Je vais vous montrer ce qu'on appelle le dashboard, le tableau de bord. Alors, je vais vous montrer ici. Ça, c'est le tableau de bord. Alors là, désolé, la vidéo, je l'ai inversée au niveau horizontal pour pas me faire strike pour droit d'auteur. Je sais pas, CNews, j'ai pas l'habitude d'utiliser leurs extraits. Je sais pas si ma vidéo va sauter. Du coup, j'ai fait ça pour éviter les problèmes de droit d'auteur. Mais en fait, ici, si vous voyez... des idées, ça c'est marqué des idées pour vous. Des fois, ils te donnent des conseils dans cette petite fenêtre. C'est des conseils sur comment faire pour que tes vidéos elles marchent. Et à un moment, c'était un truc de fou. Il m'avait même envoyé un mail pour me recommander ça. Il m'avait dit pour que tes vidéos marchent, essaie d'imiter les autres. D'imiter ce que font les autres créateurs de vidéos. Je sais pas, créateur de contenu, c'est une expression qui m'insupporte. Donc YouTube te donne quelques conseils, mais à part ça, d'ailleurs c'est un conseil quand même délirant, ça faut faire comme les autres, vraiment, créativité zéro. YouTube des fois te donne des conseils, mais à part ça, personne ne sait comment marche l'algorithme. Personne ne sait. Donc, Madame Aurore Berger, je pense que son emploi du temps doit être chargé à 105% de 7h45 du matin à 23h. Est-ce qu'elle a vraiment compris comment marche un algorithme? S'il vous plaît, Madame Berger... Si vous comprenez comment fonctionne l'algorithme des réseaux sociaux, s'il vous plaît, dites-le moi. Parce que, en fait, il y a une psychose autour de l'algorithme. Ça fait des années qu'il y a cette psychose autour de l'algorithme. On accuse l'algorithme de tout faire, d'être responsable de tout. Mais absolument pas. Absolument pas. L'algorithme, il te propose des vidéos. Alors sur YouTube, il y a un truc qui a changé. C'est qu'avant, l'algorithme, il te proposait des vidéos que tu allais visionner. Mais là, il te propose des vidéos sur lesquelles tu restes. Ça, pour le coup, c'est de la pure spéculation. Moi, c'est ce que j'ai observé. Les vidéos qui sont le plus mises en avant, c'est les vidéos où les gens restent. Pourquoi? Parce que c'est des vidéos où les gens vont consommer de la pub, où les utilisateurs premium vont le plus rester, donc ils vont en avoir pour leur argent. Tu vois, c'est une question d'expérience utilisateur, ou je sais pas quel autre novelin corporate est-ce qu'on peut inventer, mais YouTube favorise les vidéos où on reste le plus longtemps. Et c'est pour ça que YouTube, des fois, te recommande des vidéos que tu as déjà regardées 2-3 fois. Parce qu'il sait que si tu affiches cette vidéo et que tu la regardes, il sait que tu vas la regarder jusqu'au bout, que tu vas rester. TikTok, c'est la même chose. YouTube Shorts, c'est la même chose. Ils essaient de faire en sorte que tu restes. Ça s'appelle une entreprise qui essaie de faire de la thune, en fait. YouTube, plein de gens ont essayé plein de fois de démontrer que YouTube... ça fait depuis l'élection de Trump, tout le monde essaie de démontrer que YouTube radicalise les gens. Ça foire, à chaque fois ça foire. Impossible de prouver que YouTube radicalise les gens. Parce que YouTube essaie de rester sur ta longueur d'onde. YouTube maintenant, c'est beaucoup moins personnalisé. C'est vrai qu'au niveau des recommandations, c'est pire qu'avant. Pourquoi? Parce que YouTube ne fait plus de trucs personnalisés, ne fait plus de recommandations personnalisées. YouTube va te mettre dans des cases, et ça c'est automatique. L'algorithme va te mettre dans une case avec d'autres personnes, il va analyser ce que regardent d'autres personnes, il va se dire, si les autres personnes qui regardent ces vidéos-là regardent
les vidéos A et qu'elle regarde aussi les vidéos B, ça veut dire que si toi tu restes longtemps sur les vidéos A, les vidéos B vont t'intéresser aussi. Et c'est pour ça qu'ils te recommandent. Voilà. Ça n'a rien à voir avec des questions de radicalisation, je sais pas quoi. YouTube, et pour les autres c'est pareil, Facebook c'est un peu différent, mais pour les autres c'est exactement la même chose. On te met dans des cases et on te dit, voilà, ce genre de vidéos tu les aimes bien, ça veut dire qu'on pense que tu vas bien aimer aussi ce genre de vidéos. Mais c'est limite, c'est ça qui est fou, c'est que ce genre de personnes vont te traiter de complotiste pour absolument rien, et par contre, pour quand ça parle de radicalisation, de discours de haine, machin truc, c'est les premiers à te sortir les pires théories du complot, vraiment. Discours de haine qui prolifèrent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur l'antisémitisme, le racisme, l'homophobie, que ce soit sur la haine des femmes, que ce soit l'incitation à la violence. Qu'est-ce que vous appelez le masculinisme ? Et c'est l'incitation à la violence. Mais il suffit malheureusement de regarder en quelques clics ce qu'on peut trouver, en tapant quelques mots-clés, la capacité qu'ont nos adolescents à trouver. Faites très attention à ce qu'elle va dire. Elle va dire un truc mais complètement délirant. C'est vraiment drôle. Écoutez bien. Des images pornographiques les plus violentes qui puissent exister sans qu'ils aient le moindre recul dessus, parce qu'aujourd'hui sur X, c'est malheureusement admis, puisque la politique de X a changé avec Elon Musk par exemple en la matière. Il suffit de regarder les scènes d'incitation à la violence, des femmes qui se font frapper par leurs conjoints ou par des proches directement sur les réseaux sociaux, parfois en présence de mineurs. Ces scènes, elles existent. Ouais, franchement les gars, moi j'aime beaucoup depuis que Elon Musk il a pris le contrôle de Twitter. À moi, mon truc c'est de regarder des femmes se faire battre avec des enfants à côté. Ah, j'adore ça, hein. Ah ouais, ça c'est mon truc. Ah, merci Elon Musk de me permettre de regarder, moi tous les jours, dès que je rentre de mon taf, à 18h30 et quand je suis chez moi, je regarde des femmes qui se font battre, et il faut toujours qu'il y ait des enfants à côté. Sinon ça marche pas. Est-ce que vous avez déjà entendu un truc ? C'est ça qui est génial avec ce genre de vidéos, c'est qu'en fait quand tu les vois une fois, bon, tu décroches rapidement parce que c'est toujours le même vocabulaire, c'est toujours le même jargon, c'est toujours la même façon de parler, et les coachés par une équipe de responsables en communication qui lui disent exactement quoi dire, les expressions, et qui lui disent exactement quel genre de phrase, quel genre de tournure il faut utiliser pour pouvoir faire des remixes, pour pouvoir prendre des extraits et les transformer en shorts ou en vidéo TikTok, voilà. Mais quand tu les regardes la 3e et la 4e fois, tu te rends compte qu'il y a vraiment des trucs qui disent mais c'est trop drôle, c'est hilarant. Genre vraiment là, elle dit ouais en fait sur Twitter, sur X, je vous appelez ça comme vous voulez, si t'es le genre de personne qui s'énerve parce qu'on dit X ou alors qui s'énerve parce qu'on dit Twitter, franchement, trouve d'autres trucs à pour t'énerver. Franchement, ça vaut pas le coup. Du coup, c'est vrai, ils disent vraiment des trucs, mais et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, les gens regardent de moins en moins les vidéos comme ça, les passages d'interviews qui font 3 minutes, parce qu'en général, tu les retrouves sur TikTok et tu passes comme ça. Mais vraiment, est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose ? Donc évidemment, on va les signaler à toutes les autorités compétentes, faire tous les articles 40, c'est-à-dire les signalements au procureur de la République qui sont nécessaires, mais ce dont on a besoin, ce sont des plateformes qui assument leurs responsabilités. Simplement par souci de clarification, ce que vous appelez masculinisme, donc pour vous, parce que... Ça, c'est Mathieu Bocoté qui est en train de parler à côté. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de caméra sur lui, peut-être qu'il aimait pas... Peut-être qu'il aimait pas la couleur de sa cravate, je sais pas, mais... C'est vraiment bizarre. Pourquoi est-ce qu'ils mettent pas de caméra sur lui ? Et j'ai regardé, hein, ils mettent pas la caméra sur lui, alors qu'il est plutôt populaire, hein, Mathieu Bocoté. Je sais pas, c'est bizarre. Mais dans tous les cas, alors, ce qu'elle a dit sur les films pornographiques, oui, mais dans ce cas-là, faut interdire le porno tout court. Et moi, je suis pour. Alors, discussion. Vous pouvez me dire en commentaire, ne vous insurgez surtout pas, s'il vous plaît. Je pense qu'il faut interdire le porno. C'est au même degré que l'héroïne, hein, le porno. C'est très grave, c'est extrêmement addictif, ça ruine des vies, ça ruine des couples, ça ruine des vies de famille. Il faut interdire ça. Oui, je sais, j'ai déjà entendu tous les arguments sur le porno, il n'y en a pas un qui soit valide, il faut interdire ça. Si on interdit des trucs comme le cannabis, la drogue, tout ça, il n'y a aucune raison de ne pas interdire le porno. Et le fait d'avoir des plateformes qui vont demander à vérifier ton âge, mais vous avez juste rajouté une étape en plus, une étape extrêmement facile à surmonter en plus. Bravo.
Le porno, c'est le cancer des sociétés modernes qui ont accès à Internet. Donc, je suis plutôt d'accord avec ça, mais dans ce cas-là, faut y aller franco. Mais là, elle est en train de nous dire, ouais, franchement, des contenus des enfants qui voient leur mère se faire... Quand on entend cette mouvance-là, tous ne disent pas, tous ne font pas l'apologie de la violence, et ainsi de suite. Moi, je parle d'apologie de la violence. Donc, le masculinisme, pour vous, c'est l'apologie de la violence. Je parle de ces... En fait, elle dit que faut mettre les plateformes devant leurs responsabilités quant à l'appel à la violence. Mais en fait, c'est là, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille qu'elle dise Snapchat pour parler de Snap, mais je pense qu'elle n'utilise tout simplement pas ses réseaux. Et de toute façon, je pense que ça fait des années qu'elle a quasiment pas de temps libre, elle a pas de temps à consacrer aux réseaux sociaux. C'est tout à son honneur, parce que faut vraiment n'avoir jamais utilisé TikTok, X, YouTube de sa vie pour penser qu'il y a vraiment des posts comme ça qui circulent, qui appellent à la violence. C'est interdit. Dans toutes les plateformes, c'est interdit ce genre de truc. Ça reste quelques minutes avant qu'il y ait un modérateur pour leur tomber dessus. Mais quand t'as quelqu'un qui dit cette personne, ce groupe de personnes, cette catégorie de la population, les femmes, les gens, les minorités ethniques, je sais pas, les minorités sexuelles, ce genre de machin, à chaque fois... c'est censuré, c'est déjà interdit. En fait, je vois pas ce que tu pourrais leur demander de plus. Et moi, je sais, en fait, si, je sais exactement. Parce que ce qu'elle appelle à la violence, c'est arrangé dans la même catégorie d'arbitraire que ce qu'elle appelle incitation à la haine. J'avais déjà dit ça plein de fois, mais je sais qu'en France, c'est légalement ordinaire, c'est assez normal d'avoir des lois contre l'incitation à la haine. Mais par contre, mais Seigneur... incitation à la haine, est-ce qu'il y a quelque chose de plus arbitraire que ça ? Moi, ça me rappelle en URSS les crimes contre la Révolution, ou pendant la Révolution, pendant la Terreur, délits contre la Révolution, ce genre de choses. Comportement pas assez révolutionnaire, ou alors comportement anti-révolutionnaire. Il y avait des gens qui se sont fait guillotiner pour ça au moment de la Terreur, et à chaque fois, généralement, que tu as une révolution, que tu as une dictature, les gens, le délit d'opinion, c'est ça, c'est que tu n'es pas suffisamment... Et en fait... c'est pareil, là j'ai vraiment l'impression que c'est pareil. Incitation à la haine, message, discours anti-républicain, ce genre de débilité, ça ne peut être que de l'arbitraire. Parce que ce n'est que le juge qui décide. Si tu tombes sur un juge zélé, pour des raisons politiques, pour des raisons médiatiques, il va vraiment te la mettre à l'envers, il va être beaucoup plus sévère avec toi, alors que quelqu'un qui dit un truc qui est horrible juste parce qu'il est tombé sur un juge qui avait pris son café un vendredi matin, qui était de bonne humeur parce qu'il allait voir sa femme l'après-midi, il suffit que tu tombes sur un juge comme ça pour que la sentence soit beaucoup plus légère. Il n'y a rien de plus arbitraire que ça. Toutes les lois, je le dis, franchement, je vais même pas dire je suis désolé, mais un poncif à la con comme ça, toutes les lois relatives au discours, relatives à l'incitation à la haine, relatives au discours de haine, tout ce qui essaie de réguler le discours dans les réseaux sociaux doivent être supprimées le plus rapidement possible. Parce que c'est de l'arbitraire. Ça introduit de l'arbitraire. Je ne suis pas suffisamment stupide pour encore croire au mythe de l'état de droit, surtout pas en France. Je suis pas assez débile pour ça, et je pense que faut arrêter avec ce mythe de l'état de droit, ça n'existe pas. Mais ça veut pas dire pour autant que ça ne justifie pas pour autant le fait d'aller dans l'extrême inverse, c'est-à-dire le pur arbitraire. Tous les discours, tout ce qui est incitation à la haine, c'est purement arbitraire. Et si vous voulez la preuve, à chaque fois, c'est utilisé pour des buts politiques. Chaque fois. Ce ne sont que des buts politiques. Il n'y a rien de légal là-dedans. Il n'y a rien de juste. C'est là où il y a cette idée de droit de l'homme. Voilà à quoi ça mène. C'est ce truc de... Bref. Là, j'étais complètement parti sur autre chose. Je dis pas que les droits de l'homme faut arrêter parce que faut pas avoir de droits en tant qu'humain. Non, c'est que l'angle qu'on a pris dans les sociétés occidentales contemporaines pour justifier les droits de l'homme, quand on sépare ça de la source de ce que ça veut dire de base, j'ai droit à certaines choses parce que je suis une personne qui existe, on a transformé ça en un truc complètement corrompu qui a donné des énormités comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais pour le coup, je serais prêt, je pas mettre ma main au feu, c'est quoi l'expression qu'on pourrait utiliser, mais même si je suis le dernier sur Terre à le penser, je continuerai à le penser. Toutes les lois par rapport à l'incitation à la haine doivent être supprimées. C'est arbitraire au possible. Il faut avoir des lois qui condamnent
Et c'est c'est déjà le cas dans les réseaux sociaux. C'est déjà le cas. Il faut des lois qui condamnent l'appel à la violence. Appeler à la violence envers des gens, là pour le coup, oui, c'est interdit parce que trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public, surtout quand t'as quelqu'un qui dit faut attaquer physiquement des gens. Non, non, faut pas. Ces prétendus influenceurs, même si je n'aime pas ce terme, en tout cas de ces utilisateurs qui sont suivis par des millions et des millions de personnes, notamment Je vais rejouer ce passage. violence. Donc, le masculinisme, pour vous, c'est l'apologie de la violence. Je parle de ces prétendus influenceurs, même si je n'aime pas ce terme, en tout cas de ces utilisateurs. C'est pas que tu n'aimes pas ce terme, c'est que pour des raisons de communication, un de tes respocom t'a dit, je te tutoie parce que j'en ai rien à faire, un de tes respos communication t'a dit, faut dire que influenceur, même si j'aime pas ce terme, parce que ça passe beaucoup mieux en fait. Et déjà il y a un côté authenticité, tu vois, il y a un côté fausse authenticité, on feint l'authenticité dans la francophonie quand on dit j'aime pas utiliser le mot influenceur, mais je vais l'utiliser quand même parce que vous voyez ce que je veux dire. Non mais c'est bon, c'est qui sont suivis par des millions et des millions de personnes, notamment les plus jeunes. En moyenne, nos adolescents, ils passent 4 heures par jour sur les réseaux sociaux. 4 heures par Quel rapport avec ce que tu disais avant? C'est pas une question rhétorique, vraiment, quel rapport? Est-ce que ton rôle, c'est de venir dans des émissions et de balancer des stats? Est-ce que vous saviez que en Afrique, 16% des gens sont africains? Est-ce que vous saviez que les gens qui meurent finissent par décéder? Est-ce que tu veux juste balancer des stats comme ça? Bah vas-y, moi aussi j'ai plein de stats à balancer si tu veux. Par jour, à détruire leur santé mentale, à détruire leurs repères. Et ce sont évidemment malheureusement des leviers de fracturation de la société. Et donc, vous avez beau être les meilleurs parents du monde pour inculquer des valeurs, d'égalité, de respect. Vous avez beau changer les programmes au sein de l'éducation nationale pour inculquer l'égalité et le respect. Si à la fin, votre ado, il passe 2 heures, 3 heures, 4 heures sur TikTok ou sur Snap, en fait, tout ça, c'est fichu à la poubelle. Parce qu'à la fin, il voit quoi? Il voit de la violence, il voit de la domination, il voit des femmes qui sont finalement la propriété des hommes. Il se dit que tout ça, c'est normal et que c'est la règle. Mais juste comprendre, parce que vous avez utilisé, je crois, ce terme masculinisme. Qu'est-ce que vous rentrez dans ce terme masculinisme? Je vous dis tout ce qui est incitation à la violence à l'encontre des femmes, à la domination, considérer qu'il y aurait une supériorité ontologique d'un homme sur une femme. Tout ça, c'est contraire aux valeurs. Alors, penser que le masculinisme, c'est la violence contre les femmes, elle a aucune idée de ce qu'elle est en train de raconter. Mais bon, généralement, moi, je suis plutôt opposé. C'est pas que je suis opposé, c'est que je pense que c'est un mythe. Cette idée selon laquelle t'as un mec comme ça, qu'importe la tranche d'âge, qui ouvre son tel, qui va sur TikTok, qui voit des messages, et qui se dit « Ah, mais en fait, c'est vrai, et si je me radicalisais, et si je devenais un militant d'ultra-droite ?» Non, ça n'existe pas. Les gens et surtout la façon dont sont faits les algorithmes, les gens vont sur les réseaux sociaux pas pour absorber des idées. Je n'y crois pas. Ça ne peut pas exister. Les gens ne vont pas sur les réseaux sociaux pour absorber des idées. Ils vont sur les réseaux sociaux pour conforter des idées qu'ils ont déjà. Il n'y a pas que ce qu'on voit. Alors, d'accord, même si bon, c'est peut-être exagéré, même si les gens passaient 4 heures sur les réseaux sociaux, bah, le reste du temps, ils le passent à faire quoi? À socialiser. Ils vivent dans une société. Désolé si je fais de la socio ou limite de la philosophie de comptoir, mais le temps que les gens passent sur les réseaux sociaux est minoritaire par rapport à ce qu'ils vont vivre, par rapport à leur vie. En fait, les interactions qu'ils vont avoir, ce qu'ils vont voir dans la vie de tous les jours, ce qu'ils vont voir dans d'autres médias, les sujets de conversation, les trucs dont ils vont parler avec leur père. Le fait d'exister comme ça au sein d'une communauté, pas communauté dans le sens racial, communauté tout simplement dans le sens social. Les gens ont des communautés. Le groupe de potes, les potes à la salle, les potes même sur les réseaux sociaux, mais pas que. Les amis tes potes à la fac, tes potes, ceux avec qui tu vas boire un coup en soirée, tout ça. Les gens passent beaucoup plus de temps là-dedans et c'est ça qui forge les avis politiques. Mais sur les réseaux sociaux, ça ne sert qu'à conforter. Ça sert à conforter certaines idées, ça renforce certaines idées, mais je ne crois pas que quelqu'un, je pense pas que ça soit la majorité des cas, quelqu'un qui vient, qui est complètement vide. Tu sais, en fait, les gens, ils sont vides. C'est pour ça que ce genre de discours est hyper méprisant, en fait. Et un ado, ça a le cerveau complètement vide, donc
faut réguler ce qu'il voit sur son tel parce que faut que message sur téléphone bien. Il ne faut pas que message sur téléphone pas bien parce que si message téléphone pas bien, cerveau vide, message pas bien, entrer dans cerveau vide, donc cerveau devenir pas bien. C'est vraiment ça. C'est le message, c'est ultra méprisant envers les gens. Le fait de penser qu'en fait, on est formé uniquement par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui se fait radicaliser, qui devient masculiniste, par exemple. J'aime pas ces gens-là, clairement. Si vous pensez tout ce que des débiles comme Andrew Tate racontent, franchement, vous êtes tombé dans une secte. Vous êtes dans une secte. Si vous croyez à tout ça, vous êtes complètement tombé dans une secte. Mais par contre, ça ne vient jamais de nulle part. Ça vient jamais de nulle part. Quelqu'un qui devient mascu, ça vient jamais à 100% des réseaux. C'est toujours le vécu, c'est les conversations qu'on peut avoir, c'est les interactions qu'on peut avoir, c'est le fait que les relations hommes-femmes en Occident aujourd'hui sont désastreuses. Ça vient de plein de choses, mais scientifiquement, ça n'a aucun sens de dire on va convoquer les responsables des réseaux sociaux parce que message pas bien. Moi, vouloir message bien. Et on en vient au problème que j'évoquais tout à l'heure, qui décide de ce que c'est qu'un message qui est bien. Toi, qui es-tu ? Qu'est-ce qui te rend meilleur que Régis qui va au PMU le dimanche pour décider de ce que les gens vont voir sur les réseaux sociaux ? Mais t'es pas meilleur en fait. C'était pas plus légitime. Et en fait, personne n'est légitime pour décider de ce que les gens vont voir sur les réseaux sociaux. Encore une fois, la limite est très claire. Incitation à la violence, direct. Pas sous-entendu, machin truc, non. Incitation à la violence. Parce que le reste, ça ne peut être que de l'arbitraire, ça peut être que du procès d'intention. On ne peut pas juger les gens selon leur intention. Ça n'existe pas. Bien sûr, l'intention peut être aggravante. Si jamais tu assassines quelqu'un, et si jamais tu percutes quelqu'un dans la rue sans le vouloir, avec ta caisse, clairement, c'est pas la même chose. Dans un cas, il y avait une intention, et c'était de tuer. Bien sûr, c'est une circonstance aggravante. Mais on ne peut pas juger en soi l'intention. Impossible. Pour éviter ça, en général, y en a qui feignent la maladie mentale. Donc, c'est vraiment inquiétant. Après, c'est vraiment inquiétant en théorie, dans le sens où, en France, bon, j'habite pas en France, mais c'est mon pays de spécialité, c'est le pays que je connais le mieux en termes politiques, c'est le pays duquel je parle le plus, en termes de politique, tout ce qui est réseaux sociaux, machin truc, tout ça. En France, c'est quand même terrifiant d'avoir ce genre de truc, et le fait que les gens pensent que c'est normal. Mais vous pensez sérieusement que c'est normal d'avoir des lois qui te disent ça, c'est un discours d'incitation à la haine, c'est pas bien. Puis incitation à la haine, il n'y a rien de plus arbitraire. Je vais arrêter de parler de ça, mais j'ai parlé en théorie, mais parlons un peu de la pratique aussi. Parlons un peu de la pratique. Est-ce que vous pensez sincèrement que elle va réussir à infléchir la politique de YouTube ? Vous pensez réellement que la France a un pouvoir contre X, contre TikTok, contre des géants comme ça ? Absolument pas. C'est se fourrer un doigt dans l'œil que de penser que la France peut faire, que la République peut faire le moindre truc contre eux. Elon Musk a l'air de bien tenir. YouTube, ils sont de plus en plus... C'est pas une question d'algorithme pour le coup, c'est plus une question de conditions d'utilisation. Ils sont de plus en plus libéraux par rapport à leurs conditions d'utilisation. Là, aujourd'hui, il y a des trucs que je peux dire que j'aurais jamais pu dire il y a 3 ans. Pas moi, mais les gens en général. Il y a beaucoup plus de diversité d'opinions et beaucoup plus de diversité de thèmes. Il y a des choses qui sont abordées maintenant. Parce que les gens ont vu que ça n'arrangeait rien du tout le fait de restreindre certaines idées sur certains réseaux. Après, YouTube est très très loin d'être parfait. J'avais fait la vidéo que j'avais fait sur l'euthanasie, c'était absolument pas passé parce que y a les régies publicitaires, les annonceurs, ce sont les dieux de YouTube, hein, ce sont les annonceurs. Pour TikTok, j'imagine que ça doit être la même chose, même si YouTube est connu pour bien afficher sa gorge, bien montrer sa gorge pour éviter d'utiliser notre expression aux annonceurs, ceux qui mettent des publicités. Pour les autres réseaux sociaux, il me semble que c'est beaucoup moins le cas. Donc voilà. YouTube va vraiment trop loin dans une direction. Donc, est-ce que vous pensez vraiment que la France pourra faire quoi que ce soit ? Bah, dans ce cas-là,
Je pense que les réseaux sociaux ne doivent pas céder à ce genre de choses. Je pense qu'ils doivent tout simplement dire « Ok, bah si vous n'êtes pas content, interdisez-nous sur votre sol. » Bah, bien sûr qu'ils vont pas le faire. Et même s'ils le font, imaginez, demain, TikTok est interdit en France. Vous imaginez 2 secondes les conséquences? Si c'était les États-Unis, ça aurait été autre chose. Si c'était des pays avec une plus grosse population, c'est autre chose. Mais en France, bah non, la France n'est, au niveau international, au niveau de tout ce qui est discours médiatique, la France n'est pas du tout dans une position pour négocier des trucs comme ça. La France n'est pas en position de force par rapport aux réseaux sociaux. Bah, si d'un coup, les gens en France arrêtent de regarder YouTube, bah, ils vont utiliser des VPN. Ils vont trouver d'autres moyens de voir exactement les mêmes trucs, mais dans une autre plateforme. Ça, faudrait vraiment inventer un mot à ce phénomène-là, le plateformite aigu. Le fait qu'à chaque fois qu'un réseau social est interdit, bah en fait, on retrouve exactement les mêmes personnes, exactement les mêmes messages, exactement les mêmes vidéos dans une autre plateforme. Quand Twitch commençait à devenir de plus en plus casse-pied par rapport à sa politique et de plus en plus injuste, sachant qu'au niveau de la nudité partielle, ils en avaient rien à faire par contre pour tout ce qui était politique, t'avais plus le droit aux annonceurs, bah les gens sont partis sur Kik. Trump a ouvert son propre réseau social quand il a été interdit de Twitter, et là maintenant que c'est X, ça a été repris avec Elon Musk, maintenant il est revenu dessus. Et les gens sont très contents. Pas par rapport à Trump, mais généralement par rapport à ce qui se passe après. Les interdictions ne marchent jamais, franchement. Les réseaux sociaux, tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce qu'ils doivent faire, c'est réguler, bien évidemment, pour pas qu'il y ait de messages d'incitation à la violence. Ce sont les règles du jeu. Si tu veux penser de façon libre, il faut pouvoir t'exprimer de façon libre. Parce qu'on pense beaucoup en parlant. Moi, c'est mon cas. Je découvre des choses par rapport à ma façon de penser. Et je pense que c'est un très bon exercice, c'est de parler avec des autres pour justement, je découvre des choses par rapport à mes propres opinions, par rapport à ma perception des choses, quand je le confronte avec d'autres personnes, quand je parle à d'autres personnes. Le fait de parler, ce n'est pas simplement de la communication. On se forme nos propres opinions, on se forme notre manière de penser, juste en parlant. Moi, maintenant, quand je parle à la caméra, ou alors quand vous discutez en commentaire avec des gens, en commentaire, ou alors par message, par message sur n'importe quel réseau social, mais le meilleur, bien évidemment, c'est la discussion en face à face. On développe beaucoup ses idées en discutant comme ça face à face. Et pour pouvoir penser de façon libre, il faut pouvoir discuter, échanger des idées de façon libre. C'est pour ça que je suis contre ce genre d'invectif, ce genre de psychose sur l'algorithme, ce genre de discours que même en 2014, c'était des discours qui n'étaient déjà plus crédibles. Faut arrêter vraiment de tout rejeter sur les algorithmes, les machins, enfin, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que ce genre de loi, ce genre de restriction peut être bénéfique ou pas? On en discute avec charité, bienveillance et gentillesse. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!